On a célébré ce mardi 7 avril dans le monde la Journée internationale de la santé, une journée consacrée cette année à la sécurité alimentaire. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est rendu dans des marchés de la commune de Yopougon. Elle a fait son constat et sensibilisé les populations à la sécurité alimentaire. C'est parti pour le Popo Carnaval de Bonois édition 2015, un événement qui met en valeur le potentiel traditionnel des Abourés. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie. Hors du pays, le recul du virus Ebola a permis la réouverture de la frontière du Libéria avec les pays voisins. Cela a occasionné la reprise du commerce transfrontalier et cette situation soulage les commerçantes libériennes qui dépendent de cette activité. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 23h. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 7 avril la Journée mondiale de la santé, une journée consacrée cette année à la sécurité alimentaire. Dans le pays, l'heure est au contrôle et à la sensibilisation. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est rendu dans des marchés de la commune de Yopougon. Elle y a passé au crible plusieurs sites de vente d'aliments avant de sensibiliser les populations à la sécurité alimentaire. Patricia Omoetia. Un petit commentaire par-ci, un conseil par-là. Raymond Goudou Kofi échange avec les vendeuses. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida visite certains marchés pour sensibiliser les vendeuses et les commerçantes sur le traitement de conservation appliqué aux aliments. Ici, dans ce marché, nous avons des femmes qui ont des étals à côté des damas de poubelles. Donc nous avons pris la peine d'expliquer aux femmes que la santé, ma foi, j'allais dire à la limite, c'est un choix individuel que l'on fait de bien se porter en respectant bien sûr les mesures d'hygiène. Un acte approuvé par les vendeuses. Cette visite entre dans le cadre de la Journée mondiale de la santé. Les maladies d'origine alimentaire sont une cause importante de morbidité. Des millions de personnes tombent malades et un grand nombre d'entre elles décèdent après avoir ingéré des aliments impropres à la consommation. Notre santé passe forcément par la qualité de notre alimentation et pour marquer la Journée internationale de la santé, notre reporter Franck Wadieu a visité des marchés et d'autres lieux de restauration. Il a voulu savoir si ce que nous consommons est sain et nous met à l'abri des maladies. 11h ce mardi matin à Marcory. Pour ce groupe de jeunes, il n'est pas encore tard pour un bon petit déjeuner. Aruna, jeune bijoutier, observe un régime médical difficile pour lui de ne manger ni sucré ni gras. Il est obligé de travailler toute la journée loin de la maison. Parce que l'ulcère qui me dérange, donc j'évite certains manger. Bien manger, c'est manger sain. Et pour la plupart des ménages, l'approvisionnement vient du marché. Un lieu où la conservation et les conditions de vente laissent souvent à désirer. Ne pas avoir la possibilité de manger convenablement, de nombreux consommateurs y sont confrontés. On ne tient pas compte de ce qu'on mange, on travaille. Souvent à cause des clients, on laisse quelques temps pour manger. La nourriture qui est juste près de nous, c'est cela on prend. Dans certains restaurants, bien cuire les aliments avant leur consommation, le principe est respecté, mais l'environnement pose problème. La volaille, tant prisée dans les ménages, est souvent traitée à la base dans des conditions sommaires. De même, les moulins, où sont écrasés plusieurs types d'aliments dans les mêmes supports. Des précautions souvent limites vu la répétition quotidienne des mêmes gestes. De quoi laisser les consommateurs quelque peu désabusés. La qualité, ça dépend de ton moyen. Ce que tu peux payer, tu payes. Il y a cependant de bonnes pratiques. Des commerçants disent à tenir compte des mesures d'hygiène. Comme ici sur le marché, il faut être prudent à cause des saletés, les mauvaises maladies, les bolas. Donc, je suis propre, je fais mon manger. La santé passe par une bonne alimentation, c'est connu. Mais il faut maintenir l'effort de sensibilisation. Déjà, il faut savoir que pour pouvoir bien manger, il faudrait être dans de bonnes conditions. Surtout la réalisation d'un aliment devrait englober, depuis la conception de l'aliment jusqu'à sa mise en vente, tout un circuit, tout un process. Et ce process doit être encadré normalement par des structures étatiques pour vérifier non seulement la qualité du repas, mais aussi les règles d'hygiène.
au niveau de la population pour leur permettre d'éviter toutes sortes d'infections sporadiques qui arrivent, surtout en période pluvieuse. La période pluvieuse est une période à risque parfois. Pour exemple, rappelons que de août à octobre 2014, la cité de Port-Bouët a connu une épidémie sporadique de choléra et de maladies diarrhéiques. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales édition 2015 se poursuit. En cette journée consacrée à la santé, quel est le dispositif sanitaire mis en place sur le site de l'événement? Juliette Ouéa nous donne des éléments de réponse. La santé également prioritaire au Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015. Déjà, lorsque les visiteurs foulent le site de Port-Bouët, les hôtesses du Sahara 2015 leur conseillent le lavage des mains au gel hydroalcoolique. Prévention de la fièvre Ebola oblige. 2 équipes médicales avec chacune à sa tête, un médecin du service d'aide médicale d'urgence ont en charge l'assistance préhospitalière, notamment les victimes d'accidents ou d'affections soudaines. Et c'est surtout la journée de samedi où il y a eu quand même des cas de gastro-entérite, voilà, dû certainement à une intoxication alimentaire. Et ce sont les jeunes filles hôtesses là, qui étaient les victimes. Il y a eu environ 12 cas. Donc c'est ce qu'on a pu gérer jusque-là. Ces équipes médicales sillonnent le site du Sahara 2015 de 8h à 19h30. Elles sont aidées par 10 éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. 2 ambulances permettent de transporter les malades jusqu'à l'infirmerie aménagée pour la circonstance. Les véhicules du SAMU sont équipés d'un matériel d'urgence et de réanimation, notamment un moniteur, une bouteille d'oxygène et autres produits pharmaceutiques. Pour les cas sérieux, il s'agit de les emmener urgemment dans le centre de santé le plus proche. Nous restons dans le cadre du Sahara 2015 pour nous intéresser au financement du secteur agricole. Quel rôle jouent les banques dans ce processus? Quel est l'apport de l'État de Côte d'Ivoire, lui qui a mis en place le programme national d'investissement de l'agriculture? Victoria Angwa nous apporte des précisions. Le financement de l'agriculture comporte 3 volets. Le financement des infrastructures lourdes qui est du ressort de la puissance publique, le financement de l'exploitation agricole qui est l'affaire du crédit agricole et le financement des services agricoles qui permet de fournir des services de recherche, de conseil, de formation aux producteurs et à leur organisation professionnelle. La question du financement des services agricoles demeure le nœud. Le crédit doit être structuré, le crédit doit être organisé, il y a des problèmes de taux d'intérêt, il y a des problèmes de garantie, etc. Mais c'est la profession bancaire, l'État et tous les acteurs qui doivent pouvoir trouver donc des solutions. Le financement relève à la base du métier de la banque. Un exercice plus aisé pour le banquier dans le cadre du négoce où il a affaire à des opérateurs mieux structurés et plus solides. Les banques estiment que l'agriculture est le secteur pourvoyeur de devises. Or, les paysans sont nombreux à évoluer hors secteur bancaire. Pour ce qui concerne que la campagne café-cacao, en 2013, il y a eu environ 1900 milliards qui ont été distribués. Il n'y a pas, après distribution, plus de 5% qui reviennent dans le circuit formel. Donc pour les banques, en fait, pour tout ce qui concerne en fait, des initiatives d'approche vis-à-vis du monde paysan, nous sommes partants parce que par derrière, ça nous permet en fait d'améliorer le taux de bancarisation de ces populations-là, afin qu'on puisse, les avoir dans notre système comme clients, collecter leurs dépôts et puis également augmenter notre capacité de transformation. Les États se sont engagés à Maputo à consacrer 10% de leur budget annuel au secteur agricole. En Côte d'Ivoire, l'agriculture représente 22% du produit intérieur brut et la part accordée au secteur est inférieure à 5%. En dehors du secteur de l'EVA, la banque est presque absente en amont. Nous avons négocié avec les partenaires techniques et financiers pour mettre en place des mécanismes transitoires qui leur permettent de pouvoir avoir des financements, mais avec un mode de reconstitution des intrants qui leur sont donnés. De façon durable, c'est d'avoir un fonds qui va permettre de financer directement les petites exploitations. Et nous avons pu obtenir ce fonds.
L'État ivoirien a ouvert la voie depuis 1960 en opérant le choix de faire de l'agriculture sa priorité. La gestion des sociétés agricoles a certes été décriée, mais la vision était bonne et les leviers demeurent. Il faut simplement améliorer l'environnement. Dans tous les pays, c'est l'État qui ouvre la voie. C'est l'État qui crée le cadre. Et dès lors que des solutions seront apportées en fait, à l'adressage de ce point, il n'y a pas de raison que les banques ne prennent pas d'initiative en fait, pour accompagner ces structures-là. Elles le font déjà, mais de façon très marginale dans le secteur de l'EVA. Le Maroc est un exemple de réussite. Ce pays consacre déjà 15% de son budget à son agriculture. L'État doit être présent, l'État doit aider les petits agriculteurs et faire de manière à ce que les filières et les marchés soient organisés. L'État doit jouer un rôle de facilitateur en mettant la banque au cœur du processus. Entre autres mesures, la sécurisation du foncier rural, l'immatriculation des acteurs, une fiabilisation de la forme juridique des coopératives. La dernière loi sur les sociétés coopératives constitue un pas significatif. Les visiteurs du Salon international de l'agriculture et des ressources animales ont été sensibilisés ce mardi à la protection de l'environnement et c'est une initiative de l'Office national des parcs et réserves, nous dit Juliette Ouéa. La 3e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales a été l'occasion pour l'Office ivoirien des parcs et réserves de sensibiliser les visiteurs à la protection de l'environnement. Sur leur stand, les agents de l'OIPR invitent les populations à s'impliquer fortement dans le respect de l'environnement. Amélioration du cadre de vie, salubrité, abattage des arbres et animaux, feux de brousse, autant de sujets au menu de la sensibilisation. L'Office ivoirien des parcs et réserves a un réseau de 8 parcs nationaux, 6 réserves naturelles, répartis sur l'ensemble du territoire national. Il faut dire que ces parcs sont en train d'être aménagés actuellement pour booster l'écotourisme, mais aussi pour être préservés et servir dans le cadre du développement de l'agriculture. Il faut noter que ces aires protégées favorisent une certaine pluviométrie, propice donc à l'agriculture. Des prospectus et autres gadgets sont distribués gratuitement aux visiteurs. Un geste symbolique pour les emmener à contribuer aux efforts du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. L'opération d'enrôlement de la couverture maladie universelle suit son cours. Cette fois, c'est le médiateur de la République Ngolo Coulibaly qui s'est fait enrôler. Il a eu avant cela une séance de travail avec l'équipe chargée de l'opération. C'était aujourd'hui au siège de son institution à Cocody. Chris Diomondé, Hamza Diaby. Ngolo Coulibaly vient de se faire enrôler. Le médiateur de la République reçoit ici son récépissé SEMU, la couverture maladie universelle, en attendant que lui soit délivrée la carte d'adhésion. La couverture maladie universelle est une de ces initiatives qui montrent que le président Alassane Ouattara se préoccupe du bien-être et de la santé des Ivoiriens, mais aussi de l'ensemble des populations qui vivent sur le territoire ivoirien. Je voudrais lancer un appel à tous mes compatriotes et à toutes les personnes qui vivent sur le territoire ivoirien de se dépêcher de s'enrôler également. Cette opération d'enrôlement est gratuite et elle va s'étendre sur 9 mois. La CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, est chargée de sa mise en œuvre sur le territoire national. La couverture maladie universelle est un engagement pris par l'État de garantir à tous les Ivoiriens l'accès aux soins de santé à travers des mécanismes de prise en charge. En politique, le Rassemblement des Républicains, le RDR, a effectué récemment sa rentrée politique dans la région de la Bagoué. À Kouto et à Tengrila, le ministre des Postes et des TIC a appelé les militants et sympathisants à se mobiliser autour de la réélection du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre. Le parti a enregistré 300 nouveaux membres à cette occasion. Sylvie Toury. À Kouto, tout comme à Tengrila, l'accueil et le message ont été les mêmes. Sonner la mobilisation pour la réélection du chef de l'État à la présidentielle de 2015. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, ne doute pas de la victoire d'Alassane Ouattara au premier tour.
Pour lui, la grande inconnue demeure le score de son candidat. Il invite alors les secrétaires départementaux, les élus et les cadres du RDR à s'ouvrir à tous ceux qui veulent mener le combat avec le parti. Si ces personnes-là aujourd'hui veulent accompagner l'action du RDR, si ces personnes-là aujourd'hui veulent accompagner l'action du président Alassane Ouattara, elles sont les bienvenues à nos côtés. Elles sont les bienvenues à nos côtés et nous allons faire chemin ensemble. De l'union, il en a été aussi question à cette rencontre. Bruno Koné a invité les fils et filles de la région à ne privilégier que le développement de leur localité. Un appel repris en chœur par tous ceux qui se sont succédés à la tribune. Les intervenants se sont engagés à tout mettre en œuvre pour consolider la paix et la cohésion sociale. La rentrée politique du RDR dans la Bagoué a été aussi l'occasion d'enregistrer de nouveaux venus dans le parti. 300 au total, ils entendent se joindre aux autres militants du parti pour parcourir villages et hameaux et prêcher le vivre ensemble du président Alassane Ouattara. Le président de l'Union pour la démocratie et la paix appelle à la réconciliation, la cohésion sociale et au soutien à la candidature du chef de l'État. Albert Mabry-Touakeu s'était invité à l'investiture du chef de canton de Béziaka dans la sous-préfecture de Zienoula, une cérémonie mise à profit pour échanger avec le peuple gouro. Thomas Gessambi. Albert Mabry-Touakeu, président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire à Béziaka, sous-préfecture de Zienoula. L'homme y est allé sur invitation des populations pour l'investiture du chef canton Trayebi Boti Joseph. Le jeu des alliances entre Gouro et Yakuba ne manque pas dans la partie sous le regard des chefs ouans de Kounaïri et de bien d'autres chefs de communauté. Moment de joie, Béziaka a tout de même le temps d'évoquer la question de son développement avec son hôte. Visiblement ému pour l'honneur qui lui est fait, le président de l'UDPCI invite Béziaka pour son développement à le suivre dans la dynamique impulsée par le président Alassane Ouattara. Le président souhaite que d'ici le mois de juin, la Chambre nationale de la chefferie coutumière de Côte d'Ivoire soit mise en place. Si vous êtes organisé, vous serez bien représenté. Dans quelques mois, c'est les élections. Si le peuple gouro veut compter sur moi pour aller poser les problèmes et trouver des solutions. Et les problèmes, ce n'est pas ça qui manque ici. Vous m'en avez posé quelques-uns ce matin, dont les plus importants, c'est les problèmes de route. Je vous demande de continuer à le soutenir. Le président de l'UDPCI, en prenant congé de ses hôtes, promet y revenir, cette fois pour rencontrer spécialement les jeunes et les femmes pour des actions de lutte contre la pauvreté. Le coup d'envoi a été donné pour la 35e édition du Popo Carnaval de Bonois. Cet événement qui vise à faire ressortir le potentiel traditionnel des Abourés en matière de danse et de musique. Et cette édition a pour thème cette année l'authenticité du Popo Carnaval face au développement. La cérémonie de lancement a enregistré la présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Grâce Kando. C'est sous ce fromager qui retrace un pan de l'histoire du peuple abouré de Bonois qu'a été lancée la 35e édition du Popo Carnaval de Bonois. Pendant 2 semaines, il sera question de mettre en exergue les valeurs culturelles et artistiques des abourés en particulier et du Sud Comoé en général. Cette foire est une plateforme offerte à tous nos partenaires et sponsors de présenter et vendre aux 5000 visiteurs par jour leurs produits à des prix promotionnels. L'abouré n'est pas beaucoup, donc il faut se faire, quand on n'est pas beaucoup, il faut se faire connaître. Donc ça permet de nous faire découvrir et nous aussi de découvrir la culture d'autres peuples. L'initiative du peuple abouré est saluée par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Kwaku Bandama exhorte par ailleurs à la création de festivals. Nous avons lancé ces appels aux élus, principalement aux maires et aux présidents des conseils régionaux, pour qu'ils initient des festivals dans leur région. Cet appel est entendu
puisque les festivals qui étaient en souffrance ont pu être réveillés et de nouveaux festivals sont en création à travers la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a toujours apporté son soutien au Popo Carnaval de Beaunois. Cette année, ce sont 7 millions de francs CFA qui ont été remis au comité d'organisation. Plusieurs activités sont prévues, notamment un festival de danse traditionnelle, un défilé carnavalesque et un concours à Oulaba. Un autre événement qui fait la promotion de la culture ivoirienne est le Festival international de la culture et des arts de Daokro, le FICAD 2015. La cérémonie de clôture samedi dernier a été l'occasion pour le président Henri Konan Bédié et son épouse de récompenser les organisateurs. Kone Pagassoro. Akou Kamik élu Miss FICAD édition 2015, Kwasi Koti Laetitia et Kwame Priska Dominique, élus respectivement première et deuxième dauphine. Avant leurs différents passages en tenue de soirée, tenue traditionnelle et tenue de vérité, les 12 candidates ont adressé des messages de paix et de cohésion dans leurs langues respectives. Marraine de ce concours de beauté, Henriette Konan Bédié a félicité et encouragé les Miss. Après le défoulement de ce soir, soyez des filles modèles qui savent ce qu'elles veulent pour être dignes de leur vie. Pour ce soir, je vous souhaite beaucoup de courage et réussite. Les reines de la beauté du FICAD 2015 ont également reçu les encouragements des autorités, des partenaires et des organisateurs. Nous sommes un peu culminant du FICAD, la soirée de beauté. Et on va défiler les 12 belles filles de cette soirée. On va choisir 3 parmi elles. Défilé de mode et humour, des étapes qui ont égayé le public. Ça va arriver, c'est maintenant, on va du soro. À côté du concours Miss, un concert organisé à la place Henri Konan Bédié de Daokro a tenu les festivaliers en haleine. Que le spectacle est beau, la musique qu'on propose est bonne, l'ambiance est bonne, donc je me sens bien, donc je crois que tout le monde se sent bien à Daokro. La Miss et les 2 dauphines ont été reçues par le couple Bédié à leur résidence de Daokro. 2 millions de francs CFA, c'est la somme offerte par le président Henri Konan Bédié et son épouse aux organisateurs du FICAD et aux 3 belles filles de la 11e édition du Festival international de la culture et des arts de Daokro. Il y a eu des échanges entre une délégation du Conseil des collectivités territoriales, le CCT de l'espace UMOA, et des responsables des collectivités décentralisées de la région du Pas-de-Calais, dans le nord de la France. Cette rencontre a permis au CCT de présenter un projet de coopération décentralisée avec ces structures. Mamadou Kouassi. Les élus locaux de l'espace UMOA, bientôt étudiants de l'Université de Lille 1 en France. La première université de cette ville s'engage à accompagner les collectivités territoriales de l'espace UMOA dans le processus de développement local. Désormais, l'Université de Lille 1 va contribuer au renforcement des capacités des élus locaux dans plusieurs domaines, notamment la coopération transfrontalière et la mise en œuvre de stratégies de développement. C'est un élément important puisque dans notre stratégie internationale, nous voulons continuer à travailler avec nos partenaires africains et donner du contenu à nos échanges universitaires qui sont parfois trop dissymétriques. C'est vraiment, comme vous l'avez dit justement, Monsieur le Président, de travailler ensemble et pas dans une vision nord-sud. Moi, c'est dans une vision de partenariat. Pour François-Albert Amicha, président du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UMOA, cette nouvelle coopération s'inscrit dans la nouvelle dynamique adoptée par les collectivités en vue d'améliorer les conditions de vie de leurs administrés. Il était important pour nous d'avoir un accord cadre, d'avoir une convention cadre qui permet d'avoir cette relation. Ce master IPC est une chance pour les collectivités territoriales de l'espace UMOA, à nous de pouvoir le saisir et d'aller dans ce nouveau concept que nous sommes en train de définir, la coopération décentralisée économique. Pour cette première phase, c'est une dizaine d'élus locaux accompagnés des techniciens de développement qui seront formés dans cette université. En outre, cette coopération permettra aux étudiants du département économie et management internationaux de cette université d'effectuer des stages pratiques dans nos collectivités. Mais avant cette signature de convention, des actions étaient déjà menées, notamment à l'élaboration de la stratégie de mise en œuvre du projet Jacques Ville Nouvelle avec la mairie et l'évaluation du programme d'appui à la politique de décentralisation au Togo. En raison de l'épidémie de fièvre à virus Ebola, la frontière du Libéria avec la Sierra Leone et la Guinée avait été fermée.
Aujourd'hui, cette frontière a rouvert puisque le virus Ebola est en net recul et cette réouverture a permis la reprise du commerce transfrontalier à la grande joie des commerçantes libériennes, elles qui pourront à nouveau soutenir financièrement leurs familles. Léon Brou. Bowatside, localité au nord-ouest du Libéria, à la frontière avec la Sierra Leone. Des femmes marchandisent sur la tête en provenance de Jandema, ville sierra-léonaise. D'autres personnes au poste de santé frontalier passent au contrôle. Tous sont des commerçants. Ils ont repris de l'activité avec la réouverture de la frontière grâce au recul d'Ebola. Quand je viens ici, la voiture m'emmène de Monrovia directement à la frontière. Ensuite, je prends la moto et je vais jusqu'à Jandema où je fais mes affaires. Et j'achète du gari et du mois et je les rapporte et retourne à Monrovia. Avec la reprise du commerce transfrontalier, ce sont les villes aux frontières entre le Libéria et la Sierra Leone qui renouent avec leur trafic intense de marchandises, commerçants et voyageurs. Ce qui avait manqué au plus fort de l'épidémie de la fièvre à virus Ebola, plombant ainsi les revenus des familles. Ebola a affecté mon entreprise. Mes revenus ont même diminué parce que venir de Monrovia jusqu'à la frontière était très cher. Parfois, lorsque nous venons, nous passons plus de temps à clé. Et parfois, ils ne peuvent même pas nous laisser passer et revenir. Donc, c'était un peu difficile pour moi. Pendant ce temps, nous étions assis à la maison. Ils nous ont dit que nous devions rester à la maison. Nous étions assis et consommions notre argent, pas d'amélioration. Ceci relève du passé, même si la vigilance est encore de mise aux frontières entre le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. L'on craint toujours une résurgence de la fièvre à virus Ebola qui a fait dans ces trois pays environ 11 000 morts sur plus de 25 000 cas recensés. Et toujours hors de nos frontières, l'armée kenyane a bombardé hier en Somalie 2 camps des islamistes Shebab. Les Shebab qui ont revendiqué l'attaque de l'université de Garissa, bilan 148 morts dont 142 étudiants. Aujourd'hui, les populations kenyanes ont organisé une marche pour demander plus de sécurité. Des tirs nourris, des gens qui courent dans tous les sens dans la confusion la plus totale. Au terme d'un siège de plus de 16 heures à l'université de Garissa, 148 personnes ont trouvé la mort, en majorité des étudiants. Hélène Titus était étudiante à Garissa. Pendant l'attaque, elle s'est cachée dans le placard de sa chambre. Les islamistes somaliens l'ont découverte et emmenée dans le réfectoire avec les autres. Les Shebab nous ont dit, le Coran ne nous autorise pas à tuer les femmes. Alors ils ont pris leurs armes et ont commencé à tirer sur les hommes. En 2013, un commando islamiste affilié au Shebab somalien a attaqué le centre commercial Westgate de Nairobi, faisant 67 victimes. Et peu après l'attaque de Garissa, les Shebab ont menacé le Kenya d'un nouveau bain de sang. À Garissa, les habitants ont manifesté au lendemain de l'attaque pour demander des explications sur les failles des forces de sécurité et exhorter le président Kenyatta à agir. Comment ces gens sont arrivés jusqu'ici? Comment sont-ils rentrés dans l'université? Nous sommes en droit de nous poser ces questions. Empilés à l'arrière d'un pick-up, les corps dénudés et ensanglantés de 4 membres présumés du commando islamiste Shebab ont été exhibés par la police dans les rues de Garissa. Les quelques 600 étudiants survivants ont quitté Garissa à bord de bus en direction de leur village natal. Beaucoup disent qu'ils ne reviendront plus jamais. Si nous revenons ici, ils vont finir par nous tuer de la même manière qu'ils ont tué nos camarades. Ils nous l'ont dit. Alors que l'armée kenyane bombardait 2 camps Shebab en Somalie, le pays a observé un deuil national de 3 jours. Mais pour les survivants, il faudra beaucoup plus de temps pour se remettre de cette attaque. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI1.